C'est quand tu veux. Donc, bonjour à tous. Officiellement, bienvenue à cet atelier D, organisé en collaboration avec Desjardins et même Desjardins Capital cette fois-ci. Donc, on parle d'ateliers pratiques dédiés aux entrepreneurs pour discuter, développer, devenir autrement. Donc, bienvenue à tous. Mon nom est Roxane Classen, je suis directrice expérience client au réseau Mentorat et je vais être votre animatrice ce midi. Merci d'être avec nous. Et puis, sans plus tarder, j'aimerais vraiment vous présenter notre invitée d'aujourd'hui, Annick Perron. Donc, Annick, avant qu'on entame la conversation, je vais te présenter officiellement. Donc, Annick, tu détiens un titre de CRHA ainsi qu'un baccalauréat en sociologie. Donc, Annick travaille dans le domaine bancaire depuis plus de 20 ans, d'abord en gestion, puis vers un poste de professionnel, en conseillant et en accompagnant les conseils d'administration et les directeurs généraux des caisses Desjardins en matière de gouvernance. Et elle occupe depuis plus de 2 ans le poste de conseillère principale en gouvernance des PME, où elle accompagne des entrepreneurs dans la mise en place de leur CA ou comité consultatif. Donc, c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on l'a avec nous aujourd'hui. Elle a également à sa charge le volet de la formation des administrateurs ainsi que la mise à niveau de l'offre de services en gouvernance auprès des entreprises partenaires de Desjardins Capital. Et l'un de ses mandats, c'est de favoriser la diversité au sein des CA et des comités consultatifs. Elle est donc ambassadrice d'équité, diversité et inclusion pour Desjardins Capital. Et finalement, Annick, toi-même, tu t'impliques dans la gouvernance. Tu sièges comme administratrice au CA de Lecamp ainsi que sur le comité des ressources humaines et celui des services. Alors, c'est une belle feuille de route. Bienvenue parmi nous. Merci. Ouais, et donc, c'est ça, on en a parlé tantôt, mais on t'a invité pour mieux comprendre un petit peu c'est quoi la nature de comité consultatif, mais également savoir à quel moment on doit débuter, comment on s'y prend, avoir un aperçu finalement des différentes étapes par la suite. Bien, merci Roxane de l'invitation. En fait, mon objectif aujourd'hui, c'est que les participants repartent non seulement avec des trucs très concrets à mettre en place, mais qu'ils soient convaincus aussi du bien fondé de ce modèle de gouvernance qui est très accessible, peu importe la taille de l'entreprise et les moyens de celle-ci. Et même au démarrage, on va le voir un peu plus tard, donc à n'importe quel stade, donc l'entreprise peut se doter d'un comité consultatif. Annick, tu es vraiment une passionnée du sujet. Là, pour avoir discuté avec toi, moi, je ne connaissais pas nécessairement beaucoup ce thème-là. Et finalement, j'ai eu la piqûre en t'entendre en parler. Donc, je pense que les gens ce midi vont ressortir avec plein de trucs et astuces, mais surtout je dirais, triper autant que toi sur le sujet. Avant de commencer, là, j'aimerais aussi dire aux participants que l'atelier est enregistré. Il va être disponible par la suite dans la section vidéo du réseau Mentorat. On va vous l'envoyer demain avec la présentation d'Annick. Elle sera disponible. Je vous inviterai aussi à ouvrir vos caméras si possible. C'est plus interactif pour nous. Et on aura donc, après la présentation d'Annick, un bloc de 15 minutes de questions. Alors, n'hésitez pas tout au long de la présentation à envoyer vos questions via le chat ou le clavardage. Donc, vous avez le bouton « Le converser » au bas de votre écran et à ce moment-là, on pourra rediriger à la fin de la séance les questions vers Annick. Alors voilà, Annick, la parole est à toi. Merci Roxane. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui, puis merci d'être présent également. Est-ce que Roxane, on voit bien mon partage? Absolument. Bon, excellent. Alors, on peut commencer. Donc, je vous présente ici, en fait, le programme pour ce midi. Donc, on va démystifier le comité consultatif. On va parler aussi de son fonctionnement, les étapes pour le mettre en place et on se garde, comme Roxane l'a mentionné, une période de questions pour la fin. Alors, si on commence par démystifier le comité consultatif, en fait, c'est rapidement, je vous présente ce que l'on fait chez Desjardins Capital, puis en fait, un peu pour vous mettre en contexte nos pratiques, de où ils viennent, puis en fait, c'est pourquoi je vous recommande telle et telle pratique. Donc, si on revient un petit peu sur ce que Desjardins Capital fait, on est un investisseur institutionnel, donc on accompagne les PME dans leur développement et on investit de l'argent dans les entreprises, soit sous forme de prêt, donc en dette, ou en équité quand on devient actionnaire de l'entreprise. Donc, quand on devient actionnaire de l'entreprise, ça peut être on devient actionnaire minoritaire ou majoritaire. C'est là qu'on va accompagner l'entrepreneur dans la mise en place soit de son conseil d'administration ou parfois d'un comité consultatif. Donc, on va vraiment croire à une gouvernance qui est créatrice de valeur, puis c'est ça que je vais mettre de l'avant aujourd'hui. Donc, une gouvernance qui est aussi en constante évolution, puis qui est toujours dans un processus d'amélioration continue. On croit beaucoup que la gouvernance est là comme objectif d'accroître la solidité, la viabilité et la compétitivité
des entreprises, des sociétés, et d'avoir des membres externes, que ce soit des membres pour votre comité consultatif qui sont externes à votre entreprise ou des administrateurs externes dans le cas d'un conseil d'administration, bien, ça amène vraiment un point de vue différent, complémentaire à vous et à votre équipe de direction. Puis ça, on va pouvoir le regarder là, tout au long de la présentation. Alors, si on y va de façon un peu plus macro pour les objectifs d'une saine gouvernance, il va y avoir des variantes pour les objectifs d'un comité consultatif, mais il y a quand même des éléments qui se regroupent là, sous certaines thématiques. Donc, généralement, on va mettre en place une gouvernance parce qu'on veut accroître la solidité, la viabilité et la compétitivité des entreprises. On va vouloir aussi améliorer la prise de décision pour son entreprise. On va vouloir aussi assurer sa pérennité, son développement et vraiment être en mode création de valeur. Cet élément-là, il est hyper important. Parfois, quand on pense à une forme de gouvernance, des fois, on peut penser à une ancienne façon de faire qui était beaucoup plus en mode reddition de comptes. Regardez ce qui s'est fait par le passé, regardez les états trimestriels, alors que la gouvernance devrait vraiment être un tremplin pour vraiment la croissance, la pérennité de l'entreprise, puis l'aider dans son volet stratégique. C'est là qu'on va vraiment dire qu'on est en mode création de valeur avec une saine gouvernance. Il y a un an de ça environ, j'ai fait un recensement externe sur les bonnes pratiques qui se font au niveau des comités consultatifs, que ce soit par des webinaires, balados, de l'information en ligne, des contacts. Et j'ai fait également un recensement interne pour voir c'est quoi nos bons coups et les éléments qu'on peut améliorer chez Desjardins Capital dans tout ce qui a trait à la gouvernance avec les comités consultatifs. Sans rentrer dans tous les détails, peut-être voici quelques éléments que j'ai recensés. Puis bien entendu, ces éléments-là vont faire partie de ma présentation. C'est vraiment comme une petite mise en bouche. Donc, peut-être la première chose, en fait, pour être performant, bien d'abord, un comité consultatif, il doit être bien structuré. Exemple, avoir un tableau des suivis. Le comité aussi doit s'adapter au contexte de l'entreprise parce que chaque entreprise est différente, a sa propre réalité et c'est vraiment au comité de s'y adapter. L'ouverture aussi du PDG à entendre ce que son comité consultatif a à dire, c'est vraiment primordial. Et le PDG doit également faire preuve de transparence envers son comité consultatif. On va avoir la complémentarité aussi des compétences des membres. Donc, le choix des membres du comité consultatif, elle est vraiment primordiale. Puis ça, on va pouvoir en discuter tantôt, de voir comment on choisit les bonnes personnes, qu'est-ce qui est important de regarder, qu'est-ce qu'on doit faire attention, puis par où on les trouve, là, ces gens-là. J'ai également fait une vigie sur la rémunération des membres des comités. On va s'en jaser un peu plus tard. Là, je vous le garde presque à la fin. Ça, c'est souvent la grande question. Est-ce qu'on doit rémunérer les membres d'un comité consultatif ou si ce n'est pas nécessaire? Alors voilà, c'est une petite mise en bouche à cet effet-là, puis on va y aller avec un peu plus de détails là, dans quelques minutes. Peut-être avant de se lancer, en fait, sur les comités consultatifs, je voulais juste prendre quelques secondes pour revenir sur le rôle et responsabilités du conseil d'administration. Puis pourquoi je trouvais ça important de le faire? C'est que le conseil d'administration est beaucoup plus connu que le comité consultatif. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui pour vraiment bien distinguer les deux. Donc, vous avez à l'écran, les principales responsabilités du conseil d'administration. Parler de la stratégie, la gestion des risques, l'évaluation de la performance du PDG, préparer une relève du PDG, la performance organisationnelle. Donc, vous avez donc les principales responsabilités, puis donc, il y a vraiment des sujets qui doivent obligatoirement être traités au conseil d'administration parce que celui-ci, il est encadré par la loi. Donc, les administrateurs d'une société ont vraiment un devoir fiduciaire envers cette dernière. Ils doivent agir avec intégrité, bonne foi, au mieux des intérêts pour la société. Puis ça, c'est vraiment encadré par la loi, ce qui n'est pas le cas pour le comité consultatif. Le conseil d'administration aussi est décisionnel. Le comité consultatif, il n'est pas décisionnel. Et ça, c'est vraiment la principale distinction entre les deux. Puis on va voir, tantôt on va en parler, puis on va voir les différents impacts là, de ces distinctions-là. Alors, je vais aller rapidement, parce qu'aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de parler des CA, mais plus des comités. Une question qu'on entend souvent, c'est de dire, c'est quand le bon moment de mettre en place un CA ou un comité consultatif pour une entreprise? Le CA, de façon générale, c'est quand on a plusieurs actionnaires. Donc, exemple, un PDG qui a 100% des actions de son entreprise.
n'a pas d'avantage de mettre en place un conseil d'administration, mais il pourra vouloir mettre quand même un comité consultatif en place. Et un CA aussi, généralement, quand un investisseur institutionnel qui arrive en place et qui devient actionnaire, généralement, va exiger la mise en place d'un conseil d'administration. Et dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, comité consultatif, en fait, la raison, ça peut être tout simplement le désir ou le besoin de s'entourer de personnes externes qui va emmener, en fait, au PDG, son équipe de direction, vraiment un nouvel éclairage qui va l'aider dans sa prise de décision importante. Et parfois aussi, l'investisseur institutionnel là, pourrait exiger, en fait, la mise en place du comité consultatif. Alors, si on regarde le rôle du comité consultatif, donc celui-ci, en fait, il va travailler sur des questions fondamentales pour l'entreprise. Ça va vous permettre, en fait, d'aller vous chercher des personnes qui vont regarder avec vous des questions que vous avez comme entrepreneur. Donc, en fait, la fonction du comité va vraiment, c'est de donner au chef d'entreprise et à son équipe de direction des conseils, formuler des avis, challenger des idées, faire des recommandations, enrichir leur réflexion. Puis ça peut être sur différentes questions qui touchent les orientations stratégiques de l'entreprise, les finances, la croissance, tous les autres aspects de l'organisation, là, pour nommer que celle-ci. Puis une bonne pratique, en fait, c'est de partir la discussion avec une question que vous avez comme entrepreneur. Exemple, je veux percer le marché américain, je pense y arriver de X manière. Est-ce que ça fait du sens de le faire comme ça? Donc, vraiment, le comité va partir des questions que vous avez comme entrepreneur, donc des questions qui ont un impact direct sur votre entreprise. Et bien entendu, de façon générale, ça se fait toujours dans un objectif d'assurer la pérennité et la croissance de l'entreprise. Donc, à haut niveau, c'est le rôle du comité consultatif. Et stratégique opérationnel, donc le rôle du comité demeure dans le volet stratégique. Donc, de façon générale, quand on prend des membres externes, donc externes à notre entreprise, pour siéger sur le comité consultatif avec nous comme entrepreneurs, donc, ces gens-là à l'externe, ben, de toute façon, ils n'ont pas les connaissances du quotidien de votre entreprise pour parler des opérations et ce n'est pas leur rôle non plus. Donc, un membre externe qui se met à poser des questions sur les opérations de votre entreprise, ben, c'est au président du comité, celui qui anime, de le ramener dans le droit chemin là, pour s'assurer qu'on demeure dans le volet stratégique. Par contre, l'inverse est possible. Il va y avoir une flexibilité où est-ce que vous dites, ben moi, comme entrepreneur, j'ai un enjeu au niveau de mes opérations, puis j'aimerais ça avoir l'avis de mon comité consultatif. Ben ça, c'est possible. Donc, il y a vraiment cette flexibilité-là que le comité consultatif permet, qui est peut-être un peu moins possible là, avec le conseil d'administration. Donc, justement, quand on parle de ce que le comité consultatif n'est pas, donc, les membres de votre comité, ils n'ont pas le droit de voter sur les décisions de votre entreprise. Ils n'ont pas de responsabilité juridique. Ils ne sont pas décisionnels. Donc, c'est vraiment des recommandations qu'ils font à l'entrepreneur, à son équipe de direction, et c'est vraiment la direction qui, par la suite, prend les décisions. Son fonctionnement, donc, n'est pas encadré par la loi. Et n'ont pas en fait, ces gens-là de l'externe, donc, comme ce n'est pas encadré par la loi, ils n'ont pas la même obligation que les administrateurs dans un conseil d'administration. Puis, un bel exemple, en fait, de distinction, c'est au niveau de la confidentialité. Donc, un administrateur sur un CA se doit, en fait, en fait, comment je dirais, de garder confidentielles les informations qu'il reçoit, ce qui n'est pas le cas des membres d'un comité consultatif. Donc, exemple, de leur faire signer une lettre de confidentialité qui va vraiment venir encadrer et protéger votre entreprise à ce niveau, c'est important. Donc, il amène une flexibilité, mais il y a l'autre facette aussi de dire, ben, il faut juste en tenir compte et prendre action en fonction de ça. Si on regarde, en fait, les avantages du comité consultatif, il y en a différents. J'ai regroupé ici à l'écran les 6 principaux. On va prendre le temps de les regarder. Donc, la première, en fait, c'est procure une rétroaction à la direction. Donc, bien entendu, la direction fait des présentations, demande l'avis. Donc, forcément, il y a une rétroaction qui est faite par le comité. Et vraiment, le comité va être là pour soutenir le dirigeant et son équipe de gestion également. Puis, ça va venir élargir l'univers des connaissances. Puis, je ne veux pas trop m'étendre sur ce bout-là parce qu'on va en parler tantôt.
mais ça va aussi améliorer les choix stratégiques. Tantôt, on l'a vu, est-ce qu'on est plus dans les opérations, dans la stratégie? On demeure davantage dans la stratégie, donc forcément, le comité va vous aider à améliorer les choix stratégiques de votre entreprise. Puis aussi, ça va venir briser l'isolement des dirigeants. Donc, souvent, on va avoir un PDG qui, oui, est entouré d'une équipe de direction, mais qui est quand même en haut, en train de ramer dans sa barque, et il y a des choses qu'il peut dire à son comité consultatif qu'il ne va pas nécessairement dire à son comité de direction. Donc, ça va vraiment briser l'isolement des dirigeants d'entreprise. Puis également, ça challenge et amène le PDG à aller plus loin. Des fois, j'ai des PDG qui me disent, Annick, des fois, j'ai l'impression que mon comité de direction, là, il aime ça me dire ce que j'ai envie d'entendre. Puis des fois, je les sens avec une réserve. Bien, d'avoir un comité consultatif comme ça, ces gens-là, ils n'ont rien à gagner à vous dire que tout va bien puis que tout est beau. Ils sont vraiment là pour vous aider puis vous dire la vérité parce que le PDG n'est pas leur patron. Donc, il y a vraiment ce bout-là de transparence qui est hyper intéressant. Puis un autre aspect aussi que j'entends souvent chez les entrepreneurs, c'est que ça les oblige à prendre périodiquement du recul. Donc, à se pencher sur l'orientation générale de l'entreprise. Tu sais, on le sait, les journées vont vite. Les agendas sont pleins. Donc, juste le fait de se préparer à une rencontre d'un comité consultatif, bien, ça les oblige à faire état de leur entreprise et à la considérer sous de nouveaux angles. Voilà. Donc, essentiellement, c'est ça. Puis je vous dirais, en fait, que le comité, il va être bénéfique quand ça va bien puis quand ça va mal. Tu sais, il n'y a pas de bonne, réelle raison d'annuler une rencontre d'un comité consultatif. Tu sais, quelqu'un qui dirait « Ah, ça va mal en ce moment, je vis une crise », ben raison de plus pour garder une rencontre du comité consultatif pour pouvoir en parler avec eux ou dire ben tout va bien en ce moment, j'en ai pas besoin. Ben oui, raison, tu sais, c'est une belle raison pour parler de perspectives d'avenir au niveau de l'entreprise. Donc, dans tous les cas, c'est toujours bénéfique là, qu'on soit dans une période qui va mieux ou des fois qui va un petit peu moins bien au niveau de l'entreprise. Donc, bien choisir les membres de son comité consultatif, c'est une étape hyper importante. Donc, une équipe environ de 3 à 5 personnes, comme un dream team, là, vraiment une équipe de rêve de 3 à 5 personnes. Et ça inclut les gens qui pourraient être à l'interne de l'entreprise ou à l'externe. Donc, exemple, le PDG il fait partie du comité consultatif. Il y a peut-être avec lui son CFO, un autre actionnaire dans l'entreprise qui est peut-être un actionnaire minoritaire, peut-être la personne des RH. Bref, c'est vraiment au PDG déterminé dans son équipe de direction parce qu'il aimerait ça avoir des gens qui siègent également sur le comité avec lui et de venir compléter ce comité-là avec des gens de l'externe de l'entreprise. Donc, vraiment de 3 à 5 personnes avec des gens qui ont des compétences complémentaires puis pertinentes en fonction des enjeux puis des défis de l'entreprise et qui viennent aussi de différents secteurs d'activité. Donc, oui, des fois, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 membres de votre secteur d'activité, mais c'est important aussi de s'entourer de personnes qui sont dans des secteurs d'activité différents, qui vont vous amener aussi des perspectives nouvelles. Donc, de peut-être pas tomber dans le cliché, de dire, ben, je suis dans le domaine de la toiture, je vais aller me chercher des gens qui sont tous dans la toiture ou qui ont tous eu cette expérience-là dans la toiture. C'est important vraiment d'y aller avec une variété, mais aussi de choisir des gens en fonction des défis et de vos besoins comme entrepreneur. Donc, si, exemple, vous avez un défi particulier avec les ressources humaines, ben, allez vous chercher quelqu'un qui a cette expertise-là. Mais si, au contraire, les ressources humaines, c'est une grande force dans votre entreprise, ben, allez pas chercher quelqu'un qui est fort en ressources humaines, vous l'avez déjà, cette expertise-là, au niveau de votre entreprise. Fait que c'est vraiment de voir c'est quoi vos défis, c'est quoi vos besoins, tant au niveau de votre entreprise, mais aussi ce qui manque dans votre équipe de direction. Ça va être là que vous allez pouvoir commencer à faire vos recherches. Donc, si on poursuit avec les autres aspects de la composition du comité consultatif, donc diversité d'âge, de genre et de culture, donc de vraiment aller chercher des gens qui ont différents horizons, qui vont vous emmener un nouveau regard. J'ai parlé tantôt de la diversité en termes de compétences. Je reviens à mon exemple des RH. Allez-vous pas, exemple, vous cherchez 2 personnes qui ont l'expertise en RH. Ça a l'air évident, là, mais c'est important de faire attention pour que vraiment ces gens-là soient complémentaires les uns aux autres. Puis parfois, on peut même chercher des gens qui ont
une combinaison de 2 ou 3 compétences spécifiques, ça se trouve. Puis ben là, vous êtes comme encore plus gagnant là, quand les gens ont 2 forces, dans la même personne, 2 forces que vous cherchiez. Donc, si on revient au niveau de la diversité, quand on parle de diversité de genre, de diversité ethnoculturelle, elle favorise en fait cette diversité-là, la performance. C'est quelque chose qu'on vous recommande vraiment, en tout cas du moins, c'est ce qu'on met vraiment en valeur là chez Desjardins Capital. C'est quelque chose qu'on voit un peu partout aussi, de voir les bénéfices que ça peut apporter. Donc, de notre côté, on est vraiment chanceux parce que moi, j'ai ma collègue Geneviève qui est vraiment une personne dédiée au recrutement des membres des comités consultatifs et des conseils d'administration. Donc, on a un bassin de plus de 300 personnes. Elle va faire de la chasse de tête aussi pour trouver des profils nichés. On a des gens qui viennent des États-Unis, de l'Europe. Puis, je suis bien consciente que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'avoir quelqu'un comme ça qui est dédié au recrutement. Mais je vous ai mis ici, en fait, à l'écran des idées. Comment faire nos propres recherches sans que ça soit trop compliqué. Donc, exemple, dans une association, il peut y avoir le domaine des portes et fenêtres ou du plastique ou du domaine agroalimentaire. Bref, des fois, il y a des groupes de discussion qui sont créés dans différentes industries. Des fois, c'est d'aller voir qui sont présents dans ces forums-là, tant dans la salle, mais que sur la scène également. Quand vous assistez à une conférence, parfois, vous pouvez voir des gens là, qui donnent une conférence qui va réunir des compétences multidisciplinaires comme en marketing, finance, RH. Ça peut vous donner des idées de personnes également. Puis je vous dirais vraiment que LinkedIn, là, c'est une mine d'or de personnes. C'est hyper facile de communiquer avec ces gens-là, là, avec les gens que vous avez ciblés. Et peut-être un conseil aussi, là, des fois, on tombe dans le piège, puis ça, on le voit quand même souvent avec nos entrepreneurs. Parfois, ils vont penser à un nom. Dire, OK, cette personne-là, je la trouve vraiment bonne, je l'ai vue aller, je pense qu'on pourrait avoir un fit de personnalité. Au-delà de ça, c'est quoi les compétences que cette personne-là a que vous avez besoin, en fait, sur votre comité consultatif? Fait que des fois, c'est de penser aux compétences recherchées avant de penser au nom. Donc, dire, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour mon comité, exemple, en RH, en marketing, en commercialisation. Donc, allez voir vraiment les gens qui ont ces compétences-là plutôt que de penser à un nom d'une personne. C'est pas toujours facile, mais c'est un conseil là, que je pourrais peut-être vous donner. Puis, j'ai indiqué aussi là, les gens à éviter. Donc, pourquoi on évite les clients, les fournisseurs, les compétiteurs? Les compétiteurs, ça va de soi. Mais au niveau des clients et des fournisseurs, vous ne seriez pas nécessairement super à l'aise de discuter avec eux de vos plans stratégiques ou encore de parler de vos défis de votre entreprise parce que ça les touche, eux, d'une façon ou d'une autre. Fait qu'il faut vraiment que le comité consultatif soit comme un safe space. Donc, un endroit où vous allez être à l'aise de discuter sans filtre. Donc, parfois, ça peut devenir un petit peu plus difficile. Puis, j'ai mis aussi un bémol pour les consultants. Donc, oui, on peut choisir une personne qui, dans sa vie de tous les jours, est un consultant qui accompagne des entreprises. On en voit de plus en plus des consultants comme ça. C'est possible d'aller chercher, il n'y a pas de contre-indication. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas en venir à y donner un contrat de consultation. Parce que cette personne-là, vous l'avez choisie parce qu'elle avait un regard externe, un pas de recul. Donc, si elle fait un contrat de consultation qui dure 12 mois, là, elle plus les mains là, dans votre entreprise, elle a moins ce pas de recul-là. Donc, oui, ça peut arriver de donner à un membre d'un comité consultatif un contrat de consultation, mais ça devrait être exceptionnel et vraiment de courte durée, idéalement. Donc, puis je voudrais aussi aborder le rôle de la présidence du comité consultatif. La présidence, en fait, c'est la personne qui va animer les rencontres du comité. Donc, il n'y a pas de règle en vigueur. Ça peut être le chef de l'entreprise, ça peut être un membre externe du comité qui fait office de présidence. Et il y en a même qui vont aller chercher un animateur externe. Donc, il n'est pas membre du comité, mais vraiment son rôle, c'est d'animer les rencontres. Ce que nous, on recommande, ce qui est vraiment une bonne pratique, c'est que ce ne soit pas le chef de l'entreprise qui soit le président ou la présidente du comité, vraiment pour éviter de jouer le double rôle de celui qui reçoit l'aide, celui qui anime
honnêtement, c'est pas à négliger là, de jouer les deux rôles comme ça. Puis de plus, la présidence va ramener les discussions à bon niveau. Ça fait du bien comme chef d'entreprise de pouvoir se poser sur une personne avec qui vous allez faire équipe. Donc, des fois, en approchant certaines personnes pour votre comité, en discutant avec eux, vous allez peut-être voir qu'il y a un fit un peu plus avec une de ces personnes-là. Des fois, cette personne-là a une grande expérience en gouvernance ou a déjà siégé sur un comité consultatif et est habituée puis comprend un peu la dynamique là, qu'elle voudra emmener. Mais encore là, le chef d'entreprise, on le voit aussi, là, des fois que c'est lui le président ou la présidente du comité, puis c'est bien correct aussi. Il y a une recommandation, mais il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment là, une décision qui vous revient. Puis des fois, on peut l'essayer puis changer là, en cours de route. Alors voilà, fait que je sais qu'il y avait beaucoup d'informations sur comment bien choisir les membres de son comité. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça ou autre chose, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, là, puis on va pouvoir y revenir un petit peu plus tard. Donc, j'ai répertorié ici les bonnes pratiques qu'on reconnaît, nous, comme équipe de gouvernance chez Desjardins Capital et aussi des bonnes pratiques qui viennent des vigies que j'ai faites et également d'échanges avec des entrepreneurs. Donc, si on regarde les trois premières, bonnes pratiques, là, on parle pour le PDG, donc faire preuve de transparence, d'authenticité, partager ces informations financières également. Vraiment, vous allez sauver en temps et votre comité consultatif va en gagner en efficacité. Donc, va être beaucoup plus performant s'il connaît vraiment vos réels enjeux et vont pouvoir vous aider à bon niveau. Montrer de l'ouverture au conseil donné. Les gens là, qui siègent sur des comités consultatifs comme ça, ils le font vraiment avec beaucoup de cœur, puis dans l'objectif d'aider les autres, donc de vraiment montrer de l'ouverture. Ça a l'air d'aller de soi, mais ça n'est pas nécessairement. Donc, de vraiment garder ça en tête, d'arriver, bien entendu, préparé aux rencontres, puis aussi d'effectuer les suivis d'une rencontre à l'autre. Puis je vais vous donner un exemple d'un outil qui pourra vous aider et vraiment s'engager à mettre le temps nécessaire. T'sais, de se préparer une rencontre du comité consultatif ne devrait pas prendre 3 jours, mais ça nécessite plus que 10 minutes là, donc dans la préparation. Fait que c'est juste vraiment de prendre le temps nécessaire pour vous préparer. Ça, c'est un des avantages d'avoir un président ou une présidente de comité externe. Cette personne-là va être là pour vous appuyer puis vous aider dans cette préparation-là puis les suivis. Donc, c'est toujours bien de pouvoir s'appuyer sur cette personne-là. Voilà. Donc, alors, c'était le bout, en fait, pour démystifier le rôle du comité consultatif. Donc, on va y aller un peu plus là, maintenant dans le fonctionnement. Donc, on va, je vous ai mis ici, c'est comme une petite introduction. Je vous ai mis ici le fonctionnement du comité consultatif. Donc, c'est tous les éléments qu'on va regarder là, dans les prochaines diapos. On va parler de rencontre zéro, de la planification du calendrier des rencontres, l'ordre du jour, des exemples de dossiers pour discuter aussi, des comptes rendus, bref, tableau de suivi. Donc, on va les regarder un à un. La rencontre zéro. Donc, vous avez mettons, vous mettez en place votre comité, vous êtes vous comme président d'entreprise avec peut-être un autre membre de votre équipe de direction. Vous allez vous chercher 2 ou 3 personnes externes qui vont joindre à vous. Donc, vous et votre collègue, vous connaissez très bien votre entreprise. Ça ne sera pas le cas des gens externes qui vont joindre à vous. Puis ça va être vraiment important de bien préparer leur arrivée. Donc, on vous recommande toujours de commencer par une rencontre zéro à laquelle les membres de votre équipe de direction peuvent être invités aussi pour se présenter aux membres du comité consultatif. Donc, l'objectif de la première rencontre, c'est vraiment de faire en sorte que les membres et les dirigeants de votre entreprise y apprennent à se connaître puis à bien comprendre votre entreprise. Donc, ça vous permet aussi de parler des attentes de chacune des personnes. C'est quoi la meilleure journée de la semaine pour organiser les rencontres? Est-ce qu'on se fait juste des rencontres en virtuel, juste en présentiel? Est-ce qu'on se fait un hybride? Mais aussi, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vraiment leur parler de la culture de votre entreprise pour qu'ils voient d'où vous partez, où vous êtes rendu, puis où vous voulez aller. Donc, c'est vraiment, vous avez des locaux au niveau de votre entreprise, ben, de faire cette rencontre-là dans les locaux, ça peut être toujours pertinent aussi d'avoir une visite comme ça. Ça peut sembler évident là, de faire une rencontre zéro, mais je vous dirais que c'est souvent là qu'on voit qu'il y a un défi. Quand c'est pas fait, là, on voit que c'est plus long là, avant que le comité consultatif trouve ses repères, commence à être à son plein potentiel. Donc, c'est vraiment là, de prendre ce temps-là
Puis ça aide vraiment les membres du comité là, à j'ai envie de dire, ça les met dans le bain de l'entreprise. Déterminer le cycle annuel de votre comité, 4 à 5 rencontres par année. C'est habituellement ce qu'on voit là, de façon, c'est plus la moyenne. C'est en fonction de vos besoins. Il y a des comités qui se réunissent à tous les mois. Ça dépend vraiment de vous. Puis je vous dirais d'y aller en fonction de vos besoins, mais au moins une fois par trimestre. Tu sais, de se voir aux 6 mois, là, c'est trop long. Puis les membres du comité externe, tu sais, ils ne sont pas à tous les jours dans votre entreprise, fait qu'ils vont perdre le fil. Donc, au moins une fois par trimestre, c'est l'idéal. Et je vous ai mis ici, en fait, un exemple d'un calendrier annuel des rencontres. C'est hyper simple. Vraiment, vous pouvez faire une liste des différentes activités dont vous aimeriez parler avec votre comité consultatif. Bien entendu, cette liste-là, elle va évoluer avec le temps. Donc, ce ne sera pas toujours la même. Bref, vous allez pouvoir ajouter des éléments, en enlever. Et vous pouvez un peu cibler, dire, OK, dans quel trimestre je pourrais parler de tel et tel élément, et aussi d'avoir une 5e rencontre qui généralement est une planification stratégique de votre entreprise pour laquelle vous pouvez vraiment réfléchir avec les membres de votre comité consultatif sur vos projets, votre planif stratégique. On le sait, les planifications stratégiques, souvent, c'est pour 3 à 5 ans. Annuellement, vous faites une révision de votre plan stratégique. C'est une bonne idée de le faire aussi avec votre comité consultatif. Au niveau de l'ordre du jour, donc l'ordre du jour, il est fait par le chef d'entreprise parce que c'est en fonction de ses besoins. S'il y a un animateur externe, cette personne-là va faire l'ordre du jour également avec le chef d'entreprise. Donc, j'ai marqué ici, dans le fond, un 3 heures. Là, je vous dirais que le 3 heures, c'est la durée maximale recommandée. Vous verrez ce qui vous convient. Mais habituellement, on voit vraiment de 2 à 3 heures. Des fois, plus la rencontre est longue, moins on est efficace. Plus on tombe des fois dans les opérations. Donc, un comité qui durerait une journée, là, ça serait beaucoup trop long. Donc, vraiment de 2 à 3 heures. Et pour l'ordre du jour, c'est important d'indiquer aussi pour chacun des sujets une durée moyenne. Donc, combien de temps devrait prendre tel sujet, donc incluant la présentation, incluant l'échange d'idées, etc. Et ça, c'est plus difficile au début parce qu'on ne sait pas encore combien verbomoteurs sont les membres de votre comité, mais au fil du temps, là, ça va être de plus en plus facile de pouvoir un peu gager la durée du temps. Donc, on va voir tantôt, dans quelques instants, un exemple d'ordre du jour d'une rencontre comme ça, faite avec une rencontre 0. Donc, peut-être déjà ce que je pourrais vous mentionner, c'est de mettre les éléments les plus importants en début de rencontre pour vous donner vraiment le temps de bien les traiter, puis pendant que tout le monde est à son meilleur. Donc, tout le monde est alerte à son 100%. Donc, parce qu'en fin de rencontre, les gens sont tout le temps un petit peu moins en forme là, qu'au début, donc on y va vraiment avec vos sujets les plus importants. Puis aussi, c'est intéressant de prévoir la présence occasionnelle des membres de l'équipe de direction quand il y a des sujets à l'ordre du jour qui sont dans leur champ de compétences. Donc ça amène vraiment un dynamisme. Puis ça permet aux membres de votre équipe et votre équipe de direction et aux membres externes du comité de bien se connaître et d'échanger entre eux. Donc, on peut avoir des invités comme ça internes. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si... je vais revenir avec mon exemple des RH. Donc, si, exemple, vous avez des défis au niveau des RH, puis vous voulez mettre des choses en place, puis vous voulez en parler avec votre comité, mais d'avoir votre responsable ressources humaines avec vous, c'est vraiment une belle idée pour que cette personne-là puisse bien entendre les commentaires du comité, mais aussi peut-être exposer là, les défis, bien exposer les défis qu'elle voit. Donc, ça, c'est pour des invités internes, mais on peut aussi avoir des invités externes. Ça, c'est toujours... en fait, ça change la dynamique là, quand on a un invité externe. Donc, exemple, votre comité, vous voulez travailler sur un projet X, mais vous n'avez pas l'ensemble des compétences dans le comité pour bien évaluer toutes les facettes de ce projet-là. Vous pouvez aller vous chercher un membre externe de votre comité, pas un membre externe, un invité externe qui va être là le temps d'une rencontre pendant 1 heure pour vraiment emmener son expertise puis aider le comité là, dans ses discussions. Puis, toujours le fun, ça amène un dynamisme, puis ça fait un peu changement de la routine du comité.
Alors, je vous ai mis ici, en fait, un exemple d'ordre du jour et d'une rencontre zéro et d'un ordre du jour de rencontre habituelle. Donc là, je sais que c'est petit, mais je veux vraiment qu'on puisse le mettre au complet. Donc, ça commence en fait avec une présentation de chacun. Donc, le PDG, chacune des personnes présentes. Par la suite, le PDG va présenter la vision de son entreprise, ses valeurs, les attentes qu'il a envers le comité consultatif. Il va y avoir une période d'échange, de questions, présentation des axes stratégiques de l'entreprise. Et là, par la suite, on peut y aller vraiment avec un ordre du jour, peut-être un petit peu plus court, parce que ça va être une grosse rencontre, mais avec des éléments que le chef d'entreprise voulait discuter avec son comité consultatif. Exemple, au point 9, discussion ressources humaines, enjeux de pénurie de main-d'œuvre, etc. Ensuite, planification du prochain comité. Bref, des exemples comme ça là, de sujets que vous pouvez mettre, toujours aussi avec qui est le responsable du sujet, puis également l'heure à laquelle ça devait débuter et la durée. Bien entendu, c'est marqué que c'est 30 minutes. Si on en prend 40, ça prendra 40 minutes, mais ça donne un petit gauge un peu là, sur combien de temps on devrait en parler. Puis, bien entendu, je ne l'ai pas dit, là, mais vous pouvez, lors de cette rencontre-là, faire visiter vos locaux. Donc, advenant que vous avez des locaux comme ça, vous pouvez les faire visiter là, aux membres externes. Je vous mets ici un exemple de compte-rendu. En fait, le compte-rendu du comité, c'est vraiment un fait saillant. C'est pour vous permettre de garder les grandes lignes des discussions qui va convenir, en fait, au chef d'entreprise pour qu'il puisse garder une trace puis s'y référer en cas de besoin. C'est vraiment comme un mémoire des discussions à haut niveau. On ne parle pas ici d'un verbatim, là. Vraiment, là, quelque chose de très, très succinct. Comme vous pouvez voir dans mon exemple, là, il n'y a rien de très, très formel. C'est vraiment quand même assez en simplicité, ce qui est quand même différent du compte-rendu qu'on va voir dans un conseil d'administration. Pour le comité consultatif, c'est un petit peu plus simple. Donc, la personne qui fait le compte-rendu, ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être une personne à l'interne de l'entreprise, ça peut être une personne externe aussi. Des fois, c'est l'animateur qui serait peut-être engagé pour le comité qui pourrait prendre les notes aussi. Ça peut être un des membres du comité qui n'est pas le président de l'entreprise. Bref, ça peut être un peu tout le monde. Il n'y a pas de situation idéale, malheureusement. Quand c'est le chef d'entreprise, c'est pas évident de dire, je profite de mon comité, on jase, je prends des notes en même temps. C'est pas toujours facile. Et quand on demande à quelqu'un de l'entreprise de venir prendre les notes, donc, exemple, vous avez un adjoint ou une adjointe administrative ou encore vous avez une personne des ressources humaines, puis vous voulez que cette personne-là prenne les notes, d'un, s'assurer qu'elle va garder de façon confidentielle les échanges, mais aussi que ce qu'elle va entendre n'aura pas d'impact sur son travail. Donc, exemple, quelqu'un des RH qui prend les notes, qui entend qu'il va y avoir des coupures de poste ou une restructuration qui est en discussion, ça va être difficile pour elle de faire abstraction de tout ça lorsqu'elle elle est dans son quotidien au travail. Fait bref, il n'y a pas comment je dirais, de solution là, idéale pour les prises de notes. C'est quelque chose que personne n'a envie de faire, mais qui doivent être faits quand même. Alors, exemple de tableau de suivi. Donc, tantôt, je vous en parlais un peu là, pour les suivis. C'est vraiment tout simple. C'est juste de dire, une fois qu'on termine le comité, c'est quoi les suivis qui sont à faire par le chef de l'entreprise ou quelqu'un de son équipe et on s'assure, on les met dans le tableau et on commence le comité suivant en faisant un suivi des suivis, je vais le dire comme ça. Donc, pour s'assurer qu'on ne perde rien. Puis quand on a des rencontres aux 3 mois, des fois, on a le temps d'oublier certains éléments. Donc, ça peut être tout simple, là, puis c'est complémentaire au compte rendu. Alors ici, on a la grande question. Est-ce qu'il faut rémunérer les membres du comité consultatif? En fait, la première des choses, on parle ici des membres externes. Donc, le chef d'entreprise, son directeur des finances ou quelqu'un d'autre dans l'entreprise qui siège avec lui ou elle n'est pas rémunéré. Ça, c'est vraiment sûr. C'est vraiment, on discute de voir est-ce que les membres externes du comité consultatif doivent être rémunérés, donc ils ne sont pas actionnaires de l'entreprise et ne travaillent pas pour l'entreprise. Donc, la réponse est oui et non. Les deux cas de figure sont possibles, puis je vais vous exposer les deux. Nous, c'est sûr que comme investisseurs institutionnels, on s'appuie en fait sur des études, des enquêtes il y a des enquêtes en fait qui sont faites sur la rémunération des sociétés privées
Et on se fie vraiment aux bonnes pratiques là-dessus là, pour faire une recommandation à l'entrepreneur. Donc, forcément, comme il y a un investisseur institutionnel qui est impliqué comme ça, les membres externes sont rémunérés. Tantôt, je vais vous parler du cas quand ils ne le sont pas, mais pour nous, ils sont rémunérés et c'est l'entreprise qui rémunère ces membres-là. Donc, la pratique la plus répandue pour des comités consultatifs, c'est la rémunération par jeton de présence. Donc, un jeton qui va varier entre 500 à 2000 dollars par rencontre, par membre externe du comité. Et on recommande aussi le remboursement des frais de déplacement. Et c'est important aussi d'offrir la même rémunération à l'ensemble des membres externes du comité, sauf dans le cas où un d'entre eux là, jouerait le rôle du président du comité, là, il y a une rémunération supplémentaire. Donc, si on exclut les membres qui ne sont pas rémunérés du tout, la médiane est de 1 250 $ par rencontre, par membre. Et également, en fait, au niveau de la vigie externe, mais j'ai regardé ce qui se fait en dehors des investisseurs institutionnels. Donc, ce que j'ai pu lire, en fait, c'est que la majorité des membres des comités consultatifs, ils ne sont pas rémunérés. Un souper par année, c'est suffisant. Et il y avait même une étude là, qui expliquait qu'environ 60% des membres externes des comités consultatifs ne sont pas rémunérés ou encore ils reçoivent une rémunération qui est vraiment modique. Donc, je vous dirais que c'est à vous de juger si vous souhaitez ou non rémunérer les membres de votre comité. Peut-être aussi, je pourrais mentionner, quand on fait une recommandation dans notre cas, quand on fait une recommandation sur quelle devrait être la rémunération des membres, bien ça, c'est ma collègue qui fait ça et elle va vraiment regarder c'est quoi la grosseur de l'entreprise, le chiffre d'affaires. Elle est dans quel domaine de l'entreprise? Elle est située où? Mine de rien, là, si on est en région versus Montréal, c'est pas la même rémunération qui est proposée, mais vraiment, le chiffre d'affaires a un impact aussi. Plus le chiffre d'affaires est élevé, plus les membres reçoivent une rémunération élevée. Donc, dans un cas où vous êtes une start-up, vous avez plus ou moins de revenus encore, puis vous voulez mettre en place un comité consultatif, sentez-vous vraiment à l'aise de le proposer avec aucune rémunération, là. Vraiment, c'est quelque chose qui se fait, qui est commun. Puis ces gens-là, ben, ils vont le faire vraiment, là, ben, tout le monde le fait pour les bonnes raisons, mais ils vont le faire sans rémunération. Là, ça, j'en suis convaincue. Puis si vous avez des questions là-dessus, on pourra en discuter là, tantôt. Donc, on approche de la fin de la présentation. Dans le fond, ce que je voulais vous mentionner aussi, c'est de ne pas hésiter à communiquer avec les membres du comité entre les rencontres. En tout cas, du moins, moi, ça fait partie des attentes que j'ai envers les membres des comités consultatifs qui siègent pour nous. Donc, qui appellent le PDG, que le PDG les appelle. Je ne parle pas d'un appel à chaque 3 jours, là, mais de temps en temps, là, de ne pas hésiter, puis même parfois de mettre la main à la pâte pour certaines choses. Dire, ben, si le membre, il y a une compétence précise pour laquelle votre entreprise a un défi particulier, vous aimeriez ça avoir son avis là-dessus en dehors des rencontres, n'hésitez pas à l'appeler. Ça peut vraiment faire partie des attentes que vous avez envers cette personne-là. Donc, les étapes pour le mettre en place. Ici, en fait, je vous ai mis les étapes là, qui peuvent varier, bien entendu, mais on va les regarder. Donc, réfléchir aux objectifs du comité. Donc, pourquoi vous avez envie de mettre un comité en place? Qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre comme objectif avec ce comité-là? Choisir le profil des membres, les identifier puis effectuer le recrutement. Donc, vraiment, on en a parlé tantôt, mais c'est important d'établir pour commencer, c'est quoi le profil que vous recherchez, puis après ça, vous irez chercher des noms et non pas l'inverse. Et après ça, vous faites le recrutement. Dans notre cas, il y a une entrevue qui se fait. Donc, une entrevue qui est faite par ma collègue, par l'entrepreneur et par un autre membre de l'équipe de Desjardins Capital, où est-ce qu'on va passer, de façon générale, 2 entrevues par profil recherché. C'est sûr que dans un cas où il n'y a pas de rémunération des membres de votre comité, c'est peut-être un petit peu plus délicat de leur faire passer une entrevue. Peut-être que je sauterais cette étape-là, puis d'avoir une discussion, prendre un café, aller dîner, discuter, voir s'il y a un fit. Je pense que ça pourrait être un peu plus convenable dans un cas comme ça, surtout qu'il n'y a pas d'investisseur institutionnel. Donc, on y va vraiment plus dans un côté un peu plus, moins formel, en fait, plus informel. Par la suite, ben là, vous pouvez déterminer la rémunération des membres. Ça peut se faire avant, ça peut se faire après les profils recherchés.
Déterminer aussi qui sera la présidence du comité. Vous voyez, je l'ai mis après le fait de choisir les membres parce que parfois, vous pouvez dire, c'est moi qui vais animer les rencontres, qui va être le président du comité. Mais en rencontrant les membres, les personnes ciblées, vous allez peut-être avoir un site qui dit, mais finalement, je ne serais peut-être pas à laisser cette personne-là jouer ce rôle-là. Et bien, par la suite, il vous reste à organiser, structurer la rencontre zéro, planifier les rencontres au calendrier et débuter les rencontres du comité. Donc, c'est des étapes quand même, je voudrais dire, qui demandent du temps, de l'investissement, mais qui sont quand même relativement simples et accessibles à faire. Puis c'est vraiment de les adapter à votre réalité et à votre vision aussi de comment vous voyez ça. Alors, on serait rendu à la période des questions. Puis Roxane, je tiens à dire que j'ai fini pile sur le temps pour la période des... Oui, j'ai tout vu ça. C'est excellent. Mais Annick, je t'inviterais peut-être à départager. Bon, super. Ben, écoute, moi, j'ai pris plein de notes. J'espère que les gens aussi qui sont à l'écoute, évidemment, la présentation sera disponible là, dès demain. Tu nous as donné plusieurs informations. Puis ce que j'ai aimé, c'est que tu avais beaucoup d'exemples très pratiques, même des gabarits que les gens vont pouvoir réutiliser. J'ai comme l'impression qu'on arrive avec un outil clé en main, finalement, si on veut mettre ça en place demain matin. Et on a parlé beaucoup de création de valeur, à quel point c'est important, un beau tremplin pour la croissance et la pérennité des entreprises. Puis, on l'a vu, c'est pas si compliqué que ça, là. Donc, très intéressant. Ouais. On a déjà des questions de 2 personnes. Donc, je vais Noëlla Lavoie qui nous demande comment peut-on éviter de demeurer au niveau stratégique et non opérationnel quand le président de la compagnie est le président du comité et qu'il nous demande d'être impliqué au niveau opérationnel? C'est une super bonne question. Je pense que c'est vraiment d'avoir une discussion ouverte. Je ne sais pas si cette personne-là qui la pose, est-ce qu'elle se met dans la place d'un membre externe d'un comité ou peut-être un membre de l'équipe de direction. Mais mettons dans le cas où c'est un membre externe, je pense que c'est vraiment d'y aller en toute transparence, mais toujours, il y a une façon de dire les choses. Donc, d'y aller en douceur, mais peut-être dire, de ramener, dire pardon. Donc, de ramener les discussions à un bon niveau, mais c'est toujours un peu délicat. Est-ce qu'on le fait en comité? Est-ce qu'on le fait en dehors des comités en prenant un café avec le président de l'entreprise, puis en discutant, de dire, écoutez, moi, dans mon rôle, j'ai envie de pouvoir vous aider, mais je suis un peu moins dans les opérations de l'entreprise. J'aimerais ça qu'on aille à un autre niveau. Il y a de la création de valeur qu'on pourrait emmener davantage. Donc, discussion délicate, mais vraiment essentielle parce que sinon, le comité va servir à rien. Là. Donc, pratiquement, oui. Absolument. Et Noëlla spécifiait membres externes et les autres membres acceptent souvent. Oui, puis oui, tout à fait. Puis tu sais, je dirais, moi, je fais l'évaluation des membres des comités qui nous représentent, également les administrateurs. Puis je dirais que quand il y a quelque chose à améliorer, souvent c'est parce qu'on ne l'a pas adressé. On ne l'a pas adressé à la personne. Si la personne, ses interventions ne sont pas à bon niveau ou elle ne participe pas assez, c'est un peu différent la question. Mais le point, c'est de dire, il faut lui dire. Toujours dans une façon de l'aborder, mais une fois qu'on adresse les choses, habituellement, on voit toujours un changement là, qui est fait assez rapidement. Oui, je pense que le lien de confiance est essentiel. Puis tu parlais beaucoup de travail d'équipe tantôt, là, c'est ça qui est souhaité. Donc, super. On a une autre question qui vient de Stéphane Parent. Stéphane nous demande, avez-vous des exemples de chartes de comité pour le comité consultatif comme on les utilise souvent là, dans un comité statutaire de CA? Quand on parle d'une charte, est-ce qu'on parlerait peut-être d'un guide, j'irais peut-être avec une précision, dans le cas où on parlerait vraiment comme d'un guide du comité, ça, on n'en a pas. On a un guide de l'administrateur, on a un guide des comités du conseil d'administration. Le comité, en fait, consultatif, ce qui est particulier, c'est qu'il est très modulable. Hein? Donc, on peut vraiment l'adapter aux besoins et à la réalité de l'entreprise. Donc, tantôt, on a regardé c'est quoi les bonnes pratiques, mais il est moins dans un gabarit très strict. Fait que je dirais que ça serait probablement, il serait quand même assez court si on irait avec un guide là, comme ça. Probablement que ce sera un one-pager là, qui résumerait les bonnes pratiques. Ah, charte de comité. Il précise, oui, c'est ça. Je dirais, non, j'en ai pas. Je dirais, si je devais en créer un, ce serait vraiment d'y aller avec un peu les bonnes pratiques, les avantages que j'ai présentés tantôt aussi, puis qu'est-ce que le comité est et qu'est-ce qu'il n'est pas. Donc, voilà. Bon,
Super. Ça n'arrête plus. Alors, Annick, j'espère que tu es prêt pour le marathon de questions qui vient. OK, oui, parfait. Denis Lachapelle nous demande comment sait-on que l'on doit convertir notre comité consultatif en conseil d'administration? Oh là là, c'est vraiment une Bonne super question, ça, hein? Oui. C'est une bonne question, puis c'est une belle étape. En fait, on peut passer directement de aucune gouvernance à un conseil d'administration. Donc, on n'est pas obligé de passer par le comité consultatif avant, mais ça se fait aussi de voir que l'entreprise, elle a grandi, elle a acquis en maturité, qu'il y a une ouverture de la direction à entendre, entendre son comité, avoir une rétroaction, qu'il y a d'autres actionnaires qui se sont joints à l'entreprise et vraiment qu'une peut-être une aisance à structurer déjà les rencontres du comité consultatif, mais c'est là qu'on peut voir qu'il y a vraiment des beaux acquis qui sont là pour avoir le step suivant qui est le conseil d'administration. Bon, j'espère que M. Lachapelle, ça répond à votre question. Je vous vois à l'écran, super. On continue avec Martin Lecomte, Annick. Martin me demande, vous avez bien couvert la question de la composition initiale du comité consultatif. Maintenant, est-ce qu'il est suggéré ou souhaitable de faire évoluer la composition du comité dans le temps pour la progression de l'entreprise? Ça aussi, c'est une bonne question. C'est vraiment une super belle question. En fait, oui, tout à fait. Donc, nous, on l'a mis en place, en fait, pour les administrateurs, pour les conseils d'administration. On a mis ça là, dans les derniers mois en place. Quand on a un administrateur qui est là depuis X nombre d'années, donc depuis 5 ans, bien, à ce moment-là, on va favoriser, en fait, une rotation des administrateurs où est-ce qu'on va aller chercher un nouvel administrateur, puis on va vraiment, en fait, prendre une nouvelle personne avec les compétences, comment je dirais, liées aux nouveaux défis de l'entreprise. En 5 ans, l'entreprise grandit, elle évolue, ses défis sont différents et on va chercher au début des membres d'un comité consultatif ou pour les administrateurs, on va chercher des compétences précises en fonction des défis de l'entreprise. Bien, ils ont évolué dans le temps. Après 5 ans, pour nous, il y a un changement. On ne l'applique pas cette règle-là dans les comités consultatifs, mais ça pourrait être, je pense qu'un 5 ans là, pourrait être une belle idée, une belle pratique à mettre en place pour les comités consultatifs. Mais je dirais, si après 3 ans, là, déjà vos défis ont changé, puis vous sentez que d'avoir du sang neuf dans votre comité, d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles compétences, il y a vraiment un avantage pour vous, bien allez-y. Ces gens-là ne sont pas nommés à vie. On n'est pas obligé d'attendre le 5 ans non plus là, pour les CA, mais ouais, de ne pas hésiter, vraiment. Bon, ben, écoute, je pense que ça répond bien. Donc, on peut établir une durée ou non, mais évidemment, il Ouais. faut faire les choix en conséquence de où on est rendu pour le bien de l'entreprise, finalement. Oui, puis c'est toujours s'assurer que son comité est vraiment en mode création de valeur, puis que tout le monde alentour de la table emmène une plus-value. Oui. Puis la personne, elle peut être encore très bonne dans sa compétence, mais cette compétence-là, elle est peut-être plus nécessaire alentour de la table, mais c'est le temps à ce moment-là de la changer, toujours avec doigté et Évidemment. voilà. Et diplomatie. Oui, exactement. Maintenant, Annick, Sophie Bourdage, vous nous avez parlé d'une collègue, Geneviève. Si notre entreprise est un client de Desjardins, qu'elle souhaite bénéficier de votre répertoire comme référence pour inclure un membre à son nouveau comité consultatif avec qui on doit communiquer. C'est Oui, précis, ça. Ils ont besoin, ils sont prêts, là. Communiquez avec moi là, directement, dans le fond, là, puis on va regarder qu'est-ce qu'on fait. Je dirais qu'habituellement, on se concentre vraiment sur les clients de Desjardins Capital, mais c'est sûr qu'on va pouvoir s'entraider. Donc, la personne peut m'écrire directement. Parfait. Donc, pour la personne, au pire, vous pouvez écrire à l'adresse courriel là, du réseau Mentorat, puis on vous mettra en lien avec Annick. Parfait. Merci, Annick. C'est très apprécié. Guy Desrosiers demande si l'on connaît des entrepreneurs qui voudraient offrir aussi des services à Desjardins Capital pour siéger sur un comité consultatif, comment vous référez? Donc, là, c'est l'inverse, là. Exact. Ben oui, en fait, la même chose. Donc, vous pouvez communiquer là, peut-être avec le réseau Mentorat. Par la suite, on va pouvoir être mis en contact avec plaisir. Bon, génial. Stéphane Desjardins nous demande j'ai eu un comité consultatif pour mon entreprise et quelques rares fois, je me suis permis de ne pas suivre leurs conseils. Est-ce que c'est correct? Oui, en fait, le comité consultatif, il n'est pas décisionnel. Donc, c'est correct de prendre l'avis
de creuser avec eux, mais il y a pas d'obligation. C'est sûr, dans le cas où on aurait un PDG qui ne suit jamais les conseils de son comité consultatif, ça se pourrait que les membres se tannent et quittent finalement le navire là, du comité, mais il n'y a pas d'obligation, là, vraiment. Là. Ça peut aller, oui, des fois on suit le conseil, des fois non, on ne le suit pas. Il n'y a aucun souci. OK, génial. Donc, c'est correct, hein? Donc, c'est pas décisionnel, mais évidemment, on est plus en mode conseil, etc. Oui. Maintenant, la question nous vient de Pascal Chiva-Bernard. Dans le cas où une entreprise a déjà un conseil d'administration composé des actionnaires de l'entreprise, est-ce qu'il y a un avantage ou un désavantage à inclure les représentants des actionnaires au comité consultatif? Attends, excuse-moi, est-ce que tu peux juste la répéter? Je suis pas sûre Oui, que j'ai... pardon. Non, pas de Oui, problème. en fait, donc dans l'entreprise, il y aurait déjà un CA qui est composé des actionnaires de l'entreprise. Est-ce qu'il y a un avantage ou un désavantage à inclure les représentants des actionnaires au comité consultatif? Bien, en fait, le conseil d'administration, ça dépend, il est composé de qui. Mais tu sais, mettons, je vous donne un exemple, puis vous me direz si jamais ça ne répond pas à la question. Mais dans le cas où on aurait une entreprise où il y a différents membres de la famille qui est actionnaire. Donc, les frères, sœurs, père, mère, cousins, etc., on le voit des fois, sont actionnaires et ils ont un conseil d'administration. Bien, il peut également avoir à côté un comité consultatif qui va être composé de membres externes du comité, mais c'est deux modèles de gouvernance qui peuvent graviter autour de la même entreprise. Mais je dirais peut-être pas chercher tous les membres du CA pour que ces gens-là siègent aussi sur le comité consultatif. Ça risque d'être peut-être un petit peu plus mélangeant que d'autres choses. Là. Fait que je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais sinon, on pourrait y revenir. Oui, si la personne veut nous spécifier dans le clavardage, ça répond à la question, n'hésitez Ouais. pas. Parce que tu sais, l'inverse de dire on peut avoir des membres externes sur son conseil d'administration. Ah, la personne a répondu oui. Oui. Parfait. Bon, super. On irait donc avec une dernière question, Annick, qui nous vient de Léa. Demande à partir de quelle taille d'entreprise ou d'organisme est-ce tenable d'avoir un comité consultatif? Nous avons déjà essayé de notre côté, mais la gestion est vite devenue compliquée. Sinon, avez-vous des conseils pour mieux gérer et définir la question? Je suis vraiment contente qu'on me pose cette question-là. Non, il n'y a pas de taille minimum. La personne, là, elle peut être seule dans son entreprise puis dire, ben moi, je la commence, je suis toute seule, on va peut-être engager une ou deux personnes, et puis j'ai envie de m'entourer d'un comité consultatif. Il n'y a pas de taille trop petite pour partir un comité consultatif et il n'y a pas de taille trop grande non plus. C'est de voir qu'est-ce peut-être qui était trop compliqué. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a moins bien été? Est-ce que c'était la gestion des suivis? Est-ce qu'il y avait un tableau de suivi qui était fait? Est-ce que c'était l'animation qui était difficile? Si oui, est-ce que ça pourrait se faire de prendre un animateur externe pour venir aider dans l'animation ou de prendre un des membres externes pour venir animer, puis de faire comme le chef d'entreprise et ce président-là ou cet animateur-là font leur du jour ensemble. Fait que je pense que c'est vraiment de voir qu'est-ce qui a moins bien marché et de faire les choses différemment là, pour ce bout-là. Donc, voilà. Donc, d'analyser un petit peu qui compose le comité, comment ça fonctionnait, les Ouais. rencontres, puis peut-être d'aller rencontrer les gens qui étaient sur le comité pour voir, ben, selon vous, qu'est-ce qui accrochait, etc. Je pense qu'on parlait tantôt de ligne confiance, puis de communiquer, de ne pas hésiter. Je pense que ce serait peut-être une idée aussi. Non? Tout à fait. Super. Bien, Annick, on arrive à la fin de cette période de questions qui, je pense, a été très fructueuse. C'est très intéressant. Pour terminer, peut-être, ce serait quoi les 3 éléments clés là, à garder en tête si on souhaite implanter un comité consultatif pour toi? Oui, bien en fait, je dirais que la première chose, c'est que c'est possible de le mettre en place soi-même, puis que c'est accessible. Ça, c'est vraiment ce que je trouvais le plus important de venir démystifier. Donc, pas besoin d'avoir une équipe externe là, qui vient vous appuyer pour ça. Donc, on peut le faire soi-même comme entrepreneur. Puis vraiment, là, comme PDG, d'arriver préparé aux rencontres et avec ouverture. Donc, si l'ouverture de la préparation n'est pas là, ça ne fonctionnera pas. Et le troisième, c'est sûr que c'est au niveau de la diversité, que ça soit la diversité de genre, de culture, la diversité de compétences. Donc, vraiment, les membres qui vont composer votre comité consultatif, ça, c'est vraiment une des clés de succès, la diversité comme ça dans la composition. Bon, voilà, ben, c'est ce que je dirais.
Et c'est le mot de la fin idéal. Et puis, tu sais, justement, tu es mandatée là, chez vous pour être représentante ambassadrice de l'équité, diversité, inclusion. On le dira jamais assez comment c'est Parfait. important. Ben voilà, Annick, ben, je te remercie infiniment d'avoir Et été merci à des toi de nôtres. l'invitation. Vraiment, c'était un plaisir. Puis merci vraiment pour vos questions nombreuses, là. C'est toujours Oui, agréable de pouvoir échanger comme ça. oui, absolument. Et donc, vous recevrez la vidéo par courriel dès demain avec la présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas non plus à compléter notre petit sondage de satisfaction. Ça nous permet toujours de nous améliorer. Et donc, j'aimerais remercier tous les gens qui étaient présents. Je vous invite à assister à notre prochain atelier D qui aura lieu quelque part ce printemps. Donc, restez à l'affût et bon midi à tous. Merci. Merci.